Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Salut Sam, Salut Charles. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien. Je suis très heureux de te recevoir sur ma chaîne et j'aurai l'occasion de t'expliquer pourquoi par la suite. On va parler zététique, on va parler esprit critique, on va parler croyance, mais aussi philosophie, en quelque sorte. En tout cas, philosophie de la connaissance, au moins. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et nous dire pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Alors, pour la première partie de ta question, c'est facile. Je suis Sam, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Monsieur Sam, point d'interrogation, très pompeusement. Et cette chaîne YouTube raconte en quelque sorte ma découverte des méthodes de la pensée critique, de l'esprit critique, les méthodes aussi qu'on peut déduire des philo des sciences, de la philosophie, de l'épistémologie, etc. Parce que je suis ce qu'on appelle un ancien complotiste. Et donc, ma particularité à moi, c'est d'aborder les questions du scepticisme en étant bien conscient de ce que c'est d'être complotiste. Donc j'essaie toujours de me souvenir comment je pensais avant et qu'est-ce qui aurait été susceptible de me faire un petit peu douter. Donc ça, c'est pour ce que je fais et qui je suis. Donc on me retrouve sur YouTube, il y a des abonnés, tout ça, il y a une cloche, il y a tout ce qu'il faut. Et la deuxième partie de ta question, qu'est-ce que je fais ici ? Alors je suppose que c'est parce que je viens d'annoncer avec fracas que j'arrêtais YouTube, ou en tout cas j'arrête de professionnaliser ma chaîne YouTube. Et il se trouve que j'ai un point de vue un peu critique sur tout le milieu sceptique qui rejoint, d'après ce que j'ai vu sur ta chaîne, un peu ton opinion aussi sur ce qui se passe là-dedans. Et donc on va probablement en parler, en débattre, en discuter, j'en sais rien. Je crois que c'est ça qui me ramène là. Bah, je pense aussi, effectivement, on va aborder tout ça. Moi, ce que je te propose, c'est vraiment d'avoir une discussion de fond. Donc, on va pas être dans le drama, mais Mhm. on va être quand même dans l'analyse minutieuse de ton parcours, du scepticisme et du milieu sceptique. Je pense que c'est aussi important de faire la distinction Mhm. entre un outil et son application. Tout à fait. Je pense que ce que tu as dit résume assez bien la situation. Tu as un regard particulier, je trouve, dans la sphère sceptique en tant qu'ancien complotiste, et on verra ce que ça veut dire. Mais en tout cas, tu as cette sensibilité-là qui te permet de savoir, de comprendre, peut-être un peu mieux que les autres, ce qui est susceptible de parler à l'oreille des complotistes ou des croyants. Donc tu l'as dit, tu as publié un livre, que je montre d'ailleurs, qui s'appelle Arrêtez de croire n'importe quoi. Ouais. Voilà. Et je vais le dire de but en blanc, j'ai trouvé ton livre excellent pour plusieurs raisons que je vais exposer. Déjà parce que je trouve que c'est un livre qui est bien écrit et faut pas oublier qu'un livre repose d'abord sur des qualités littéraires, d'écriture, d'expressivité. Et je trouve que tu fais le boulot. Ce que tu dis est clair, ce n'est pas pompeux. Tu n'es pas dans le jargonnage du vocabulaire sceptique. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est que non seulement il est assez complet, je trouve, pour découvrir l'esprit critique, tu vas quand même assez loin dans la réflexion, et il y a aussi une dimension sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête un instant, qui est que tu en profites pour faire une sorte d'autocritique de la zététique ou du milieu sceptique, appelons ça comme on veut. Tu montres qu'il y a des biais, y compris chez les sceptiques, et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Est-ce que tu pourrais nous raconter la genèse de ce livre? Qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire? Et pourquoi avoir fait ce choix de cette approche en partie autocritique? Tout à fait, je vais te faire tout ça et je dois commencer par quelque chose que j'ai oublié de faire sur Europe 1 d'ailleurs, j'aurais dû, qui est ce que j'appelle mon petit disclaimer et qui est assez représentatif de la situation en fait, des problèmes de la situation. Donc en venant chez toi, il est important que les gens sachent que c'est pas parce que je viens chez toi, que je te parle amicalement, etc., que je valide absolument toute ta vie, tous tes tweets présents et futurs. Je refuse ce qu'on appelle le déshonneur par association. Je suis là pour parler de mon sujet, pas pour valider des idées politiques, des idées je ne sais pas quoi, enfin voilà, dans tous les sens. Parce qu'en ce moment, il y a un peu d'obscurantisme à ce sujet, je trouve, et donc je suis obligé de faire un tel disclaimer. Ceci dit, j'ai écouté ta vidéo qui concerne
la zététique, je m'y suis retrouvé sur bien des points, et donc j'accepte, bien qu'il y a plein de trucs, on aurait pu discuter, mais dans l'ensemble, je m'aligne assez bien sur ton discours par rapport à la zététique. Alors ce bouquin, en fait, c'est une commande, c'est un grand honneur et une grande surprise pour moi. Ce sont les éditions de Book Supérieur qui étaient à la recherche de quelqu'un pour écrire Dixit, leur livre de référence sur l'esprit critique. On a vu que ce qui était intelligent, ce qui serait intelligent de faire, c'est une espèce de synthèse de mes 8 années à cette époque-là de pratique de la zététique et de découverte de cet univers, de cette culture du milieu sceptique, etc. D'en faire une espèce de résumé, à la fois une espèce de résumé et à la fois une espèce de révision, en fait, de tout ce que j'ai pu dire et accomplir sur ma chaîne, parce qu'en fait, ben oui, on n'a pas la même opinion d'un milieu à la base que ce qu'on a 8 ans plus tard. Donc il y avait effectivement beaucoup de choses à préciser, à ajuster, à nuancer, à contextualiser, ce qui est le grand défaut des sceptiques, c'est le manque de contextualisation. Et donc j'en ai profité pour à chaque fois que j'énonce un biais, je montre aussi en quoi il est pertinent, parfois. Parce que les gens savent pas ça, en fait, que oui, un biais, c'est une erreur de raisonnement, mais c'est aussi un raccourci de la pensée qui est pertinent dans certains cas. Et je vois des gens se faire insulter sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont des biais, et leur message est jeté à la poubelle comme ça, alors qu'il y a un bon fond, souvent, il y a quelque chose d'intéressant. Les gens, quand ils s'expriment, ça veut pas rien dire ce qu'ils disent, même s'il y a des biais. Et donc c'était vraiment une formidable occasion de venir couronner comme ça cette expérience zététique avec un bouquin qui refait le tour de tout et qui en profite pour s'adresser aux vétérans aussi, on va dire ça, les vétérans du scepticisme, pour leur rappeler un petit peu le vœu pieux du scepticisme, justement. C'est ça que j'ai remarqué dans ton livre, c'est que je me suis mis à la place de quelqu'un qui découvrirait l'esprit critique et je me suis dit: «Ce livre me parle parce que, tu te mets à notre niveau». Tu ne pars pas du principe que nous sommes des connaisseurs, de ce qu'est l'esprit critique. Mais en même temps, il y a une double lecture, c'est-à-dire que pour qui te connaît, pour qui connaît, ton parcours, ton engagement sceptique, on comprend pourquoi tu adresses telle ou telle, critique, même si c'est toujours fait dans la bienveillance, au milieu sceptique. Donc je pense que c'est vraiment un livre qui a une cible extrêmement large et encore une fois, j'ai pas l'habitude, mon audience en est témoin, de faire l'éloge, non seulement de mes invités, mais de leur production. Et là, en l'occurrence, je trouve que ça se mérite, ça se justifie, Dis donc je donc, le je suis fais. très touché, hein. Après, on va voir ce que donne la suite de l'entretien, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et alors justement, ce que je voulais souligner dans les particularités de ton livre, c'est que tu expliques ce qu'est l'esprit critique, sans tomber dans le jugement et sans tomber dans la stigmatisation des croyants. Bah oui, bien sûr. Heu, voilà, et donc c'est un livre que je range dans la catégorie bienveillant, sachant que pour moi bienveillant, c'est une qualité, hein, une qualité qui se fait, à mes yeux, beaucoup trop rare. Ouais, ouais. Et dans le sens où tu ne prends pas des airs de supériorité, tu n'es pas dans l'infantilisation, du croyant. Et je me suis dit après coup: «Mais comment ça se fait que ça m'étonne? Comment ça se fait que je trouve étonnant et rare qu'un sceptique fasse preuve de bienveillance? Autrement dit, est-ce que ça ne devrait pas être une des règles de base du scepticisme?» Ouais, si, carrément. Évidemment, moi, je vais pas dire le contraire parce que c'est ce que je milite depuis le départ. En même temps, attention, toutes les approches sont nécessaires. Je connais même des gens qui m'ont dit textuellement: «Si on ne m'avait pas secoué avec violence, je ne serais pas sorti de ma croyance». Ce que je veux dire par là, c'est que oui, ça me semblait, moi, être la base. Un médecin s'occupe des gens malades, un restaurateur s'occupe des gens qui ont faim. Je comprends pas que la majorité des messages sceptiques s'adressent aux sceptiques. C'est un truc qui, moi, m'étonne encore. C'est ça, c'est un peu ça la norme, et je trouve que ça devrait pas être la norme. Et aujourd'hui, on a, en plus de ça, dans cette norme, l'idée qu'il faille prioriser son combat politique, son bord politique, devant le scepticisme. Et ça, à mon sens, c'est totalement incompatible avec le scepticisme, autant que s'imaginer qu'on puisse avoir un message sceptique totalement dépourvu de politique n'a aucun sens non plus. Mais
Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui se disent très clairement, je ne peux pas m'adresser à telle catégorie de la population, je ne peux pas envoyer des messages de sympathie ou de bienveillance ou me montrer accueillant envers telle partie de la population qui a tel type de pensée, parce que non pas c'est contraire à mon engagement sceptique, mais c'est contraire à mon engagement politique. Et je trouve ça contre-productif, même si je comprends qu'on puisse le faire, je m'attends à le voir dans le paysage audiovisuel et c'est tout à fait normal, mais je ne comprends pas que ce soit la norme, je ne comprends pas que ce soit devenu le standard, si on s'en écarte, c'est étonnant. Tu vois, ça c'est vraiment un truc, je tombe des nues encore aujourd'hui. Il y a un truc que j'ai remarqué dans ton livre, c'est que tu ne pars pas du principe que les gens sont crédules. Tu pars du principe que les gens sont normaux et que la crédulité fait partie de la normalité. Je sais pas si tu me suis. Bien sûr. Et j'ai remarqué un détail qui est très important à mes yeux. Je me focalise beaucoup des fois sur les détails significatifs. C'est que les titres de tes chapitres ne sont pas à la deuxième personne du pluriel. Tu ne dis pas vous, tu dis nous. C'est important, oui. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et même, c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un que je vais écouter et quelqu'un que je ne vais pas écouter. Parce que celui qui dit « vous êtes crédule, vous croyez n'importe quoi ». Alors évidemment, j'ai repéré des petits termes un peu péjoratifs, mais d'ailleurs, je crois, tu me corriges si je me trompe, qu'ils ne sont pas de toi, mais plutôt de l'éditeur, c'est-à-dire principalement la 4e de couverture. Le titre, on sait que le titre répond d'abord à des attentes éditoriales. Ouais, moi j'avais un autre titre évidemment, mais bon voilà. C'était quoi ton autre titre ? Moi c'est arrêtons de croire n'importe comment. Ah ouais, donc tu avais mis la première personne du pluriel, toi, dans ton Ouais, c'est ce titre. que je suggère moi. Mais bon voilà, l'éditeur après, tu Mais vois. ça peut se comprendre. Effectivement, il y a besoin aussi de quelque chose d'un peu rentre-dedans, un peu provocateur. Mais pour moi, c'est significatif que tu t'inclus finalement dans les gens à qui tu parles. Ça fait la différence pour moi entre quelqu'un qui va vouloir t'écouter, qui va tendre une oreille, ou quelqu'un qui va dire « Ah d'accord, j'ai affaire à un donneur de leçons. J'ai affaire à un inspecteur de la pensée, à quelqu'un qui me juge du haut de sa compétence ou de sa supériorité intellectuelle. » Et ça m'amène à cette question, tu évoques à un moment donné dans ton livre le sceptique idéal. Est-ce que le sceptique idéal n'est pas plutôt celui qui cherche à comprendre le croyant plutôt qu'à le réfuter ? Bah totalement, bien sûr. Qu'est-ce que c'est la mission sceptique si ce n'est augmenter l'esprit critique général de la population, ou en tout cas intéresser les gens, ou ne serait-ce que faire en sorte qu'ils sachent qu'il y a un truc qui existe qui s'appelle l'esprit critique. Tu vois, pour moi, ça c'est vraiment la première des missions. Comment tu mènes cette mission en te plaçant en tant que donneur de leçons, en tant que grand sachant, comment tu le fais en t'excluant? Tu peux pas, en fait. Il faut pas s'exclure. Et de toute façon, ça n'a pas de sens. Et la mission sceptique, elle peut pas se départir de ce qu'on appelle l'homme d'acier. Quand tu as affaire à quelqu'un qui croit une chose pour de mauvaises raisons, je trouve ça plus constructif et plus efficace de l'encourager à mieux croire ce qu'elle croit, même si on sait que ce qu'elle croit est faux, mais à mieux travailler ses raisons de croire en un truc, que de contredire le truc qu'elle croit, ce qui n'a absolument aucune efficacité. Et en plus, tous les sceptiques le savent. Et malgré ça, on continue de voir que la norme, le cliché, le standard, bah, c'est le sachant qui enseigne, qui critique, qui fait la leçon aux autres, qui se pose en inspecteur de la pensée. C'est pas très bien ça, monsieur untel et machin. Et ça, c'est dommage. Je dis pas que ça doit pas exister, mais c'est dommage que ce soit la représentation en fait actuelle. D'autant qu'il y a un mécanisme psychologique, alors j'ignore s'il y a un nom pour ça dans le milieu sceptique, et qui fait que quand quelqu'un va reconnaître ses torts publiquement, ce qui est difficile, hein, surtout pour des personnalités comme nous, qui, du fait qu'on s'expose publiquement, avons sans doute en nous une part de narcissisme non assumé qu'on essaye de recouvrir en compétence et en légitimité intellectuelle. Évidemment. Et là, c'est presque une discussion entre artistes honnêtes qui pourra se développer en off. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas évident de dire publiquement j'ai eu tort, je reconnais mes torts. Sauf que donner l'exemple est souvent bien plus productif que d'enseigner par des arguments qui se veulent rationnels, mais dont on sait très bien qu'ils vont être reçus de manière émotionnelle. Bien sûr. Qui ne s'est jamais retrouvé en situation de se faire engueuler ou
subir un reproche qu'il savait être justifié, mais qu'il ne voulait pas le reconnaître parce qu'on lui donnait l'injonction de le reconnaître et qu'on sentait que cet effort n'était pas réciproque. Alors que si tu vas vers quelqu'un en lui disant je m'excuse, je me suis trompé, et que tu t'en tiens à ça, tu ne demandes même pas à la personne d'en faire de même, naturellement, ça va donner à la personne en face l'envie de faire la même chose. Donc là, je vois presque un manque de connaissance ou de perspicacité psychologique dans un certain scepticisme qui consiste à vouloir être ou paraître irréprochable. Oui. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut vendre le fait qu'on est reprochable. Il faut vendre et survendre, et j'essaye de le faire dans mon bouquin avec humour et plein de trucs, mais survendre le fait qu'on est faillible, qu'on n'est pas fiable et que personne ne l'est. Et au contraire, amener à des réflexions plus fondées sur la nuance, sur le moindre mal, sur, voilà, sur la prudence, sur tous ces trucs-là. C'est... Encore une fois, je trouve ça incroyable, c'est que tout le discours sceptique soit jalonné, parce que tout ce que tu dis là, c'est dans le discours sceptique, mais on ne le retrouve pas dans les faits. On retrouve très très peu on retrouve tout le côté humain standard, en fait. On retrouve l'entêtement, l'arrogance, tous ces machins-là. On retrouve... Enfin, moi, j'ai eu quelques fois, évidemment, en 8 ans, j'en ai dit des conneries, donc j'ai eu quelques fois l'occasion de devoir me corriger. Bon, il y a eu le fameux Lancet Gate, pour ceux qui me suivent, où j'avais un peu trop rapidement parié sur la fameuse étude du Lancet contre l'hydroxychloroquine de Raoult. Bon, dès qu'on voit que l'article est retiré, dès qu'on voit que c'est une erreur, qu'est-ce qu'on fait? On supprime et on sort une vidéo où on s'excuse et où on explique qu'on s'est planté, pourquoi on s'est planté et pourquoi on se plantera encore. Oui, parce que c'est une chose de dire, dans une sorte de position théorique, on se trompe tous, nul n'est parfait, nous avons tous des biais. Mmh. Et c'en est une autre de dire, là, à tel moment, quand j'ai prononcé telle phrase, je me suis trompé. Exactement. C'est pas la même chose, c'est pas la même démarche, c'est pas la même non plus le même effort. Mais je trouve que ce cas-là est beaucoup plus parlant, beaucoup plus fort et profond, en tout cas en termes d'efficacité, que la posture théorique qui consiste à dire nous avons tous des biais, parce qu'on le sait déjà. Oui, je pense que ce qui est plus inspirant, que, comme tu dis, hein, c'est plus inspirant une attitude qu'un discours. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus... voilà, moi, les gens qui m'écrivent, en tout cas, et qui apprécient cette particularité chez moi, alors attention, hein, parce qu'on me jette des fleurs dans tous les sens, mais sur mon parcours, j'ai pas toujours tenu ma ligne de conduite. Hein. J'ai pas toujours été bienveillant, j'ai souvent cédé à la critique nauséabonde, notamment sur Twitter. Bon, voilà, je suis un humain, j'ai foiré plein de fois. Mais voilà, c'est ce côté... les gens voient que ma première démarche, c'est de montrer une sorte d'idéal, en montrant bien sûr qu'il est inatteignable. Hein, je le dis, le sceptique idéal n'existe pas, c'est un vœu pieux. Mais ça reste une direction dans laquelle on regarde. On sait qu'on va pas y arriver, mais regardons dans cette direction, quoi. Faisons un effort. Et alors, sans rentrer dans les détails, sauf si tu souhaites le faire, qu'est-ce qui t'a fait prendre tes distances avec le milieu sceptique? Le comportement des collègues, je suis désolé de le dire comme ça, hein, je les aime profondément, ce sont des amis, je me rends bien compte qu'ils se sentent trahis, ils me l'ont dit, certains me l'ont dit, c'est une trahison pour ta famille, ça a été exprimé en ces termes. Je comprends tout ça, je le comprends, mais il y avait un entre-soi qui commençait à être vraiment problématique, dans lequel je pouvais plus trop glisser de critiques. J'avais toujours dit que je pouvais critiquer aisément un tel. J'ai vu qu'à un moment donné, ça passait plus parce qu'il y avait trop de... J'étais un peu trop seul, en fait. Et il y avait trop un consensus de l'autre côté. Et à un moment donné, j'ai assisté à 2-3 trucs qui ont été les gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase. Il y a eu 4 enregistrements de mes adieux sur plusieurs mois. Donc j'ai mis vraiment énormément de temps à essayer d'être sûr que j'étais bien d'accord avec ce que j'allais dire. Mais globalement, c'est ça. C'est voir qu'à un moment donné, il y avait un point de non-retour qui avait été atteint. Ça y était, la zététique, le scepticisme, ça devenait ce standard-là. Et je voyais pas d'autre façon de s'inscrire en faux que, en tout cas, d'avoir un impact qui pourrait donner une chance à ce mouvement de se recréer autrement que de faire ce gros coup, tu vois,
pour créer, comme je disais dans la vidéo d'ailleurs, une espèce de gueule de bois dans laquelle tout le monde allait se poser et réfléchir. Et c'est ce qui s'est passé, je suis super content de ça. J'ai vu les gens vraiment se poser et dire, ok, d'accord, bon, ça déconne notre histoire, là, il y avait plus de place pour cette bienveillance, en fait. Elle avait plus de place. C'est ça que j'ai ressenti, c'est que elle était presque mal vue, ma bienveillance. C'est pas qu'elle était, elle faisait partie du paysage, c'est qu'elle était critiquée. Voilà. Et quand j'amenais, il y a surtout un événement en particulier qui m'a vraiment fait péter un plomb, c'est quand j'ai amené la critique de la zététique que je trouve excellentissime, la vidéo de Black Coach. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo. Oui. Je ne valide pas de nouveau toute sa chaîne et tout son contenu. Mais j'ai partagé cette critique en me disant, la vache, mais là, on a un outil formidable pour montrer qu'on est ouvert, qu'on se remet en question, qu'on machin. J'ai balancé cette vidéo dans les petits groupes. Et la première réaction que j'ai vue, c'est allons voir sa chaîne, tout ce qu'on peut critiquer sur lui pour le rejeter, quoi. Et là, j'ai fait, ok, c'est mort, en fait. C'est mort. Plus personne ne comprend ce que moi, j'essaye de faire. J'ai même plus ma place, en fait. Et voilà, je me suis dit, bah là, il faut faire un gros coup, en fait. Il faut faire un... Est-ce que tu comparerais ta sortie du milieu sceptique de ta sortie du milieu complotiste, ou c'était vraiment 2 choses différentes? Non, c'est très comparable, c'est pertinent. C'est très comparable parce que quand je suis sorti du complotisme, j'ai perdu des amis. Il y a des gens avec qui je ne savais plus parler. C'était plus possible parce que il n'y avait plus de points de rencontre, en fait. C'était directement... Alors ici, je crois que j'ai un peu plus de points de rencontre quand même. Il y a des gens qui ont un petit peu avalé la pilule maintenant et avec qui je reparle et ça va très bien. D'autres qui, à mon avis, ne voudront plus me parler du tout. Mais c'est très comparable, en fait. Tu as raison. Et ça montre, une fois de plus, que le scepticisme est tombé dans ce qu'il dénonce. C'est les a priori tout azimut induits par le communautarisme, en fait. La communauté sceptique est tombée dans les travers qu'elle dénonce, je pense, dans beaucoup de travers qu'elle dénonce. Quand on est traité de sectes zététiciennes par les complotistes, même si c'est faux fondamentalement, même si c'est caricatural, mais je comprends parfaitement le message. Et le rejeter est une erreur fondamentale. Le sceptique qui rejette ce message-là d'un revers de la main en disant c'est ridicule, c'est pas un sceptique pour moi. Il est dans son dogme. Il n'a pas entendu qu'il y avait un problème là. Il y a une perception du mouvement sceptique qui est c'est un mouvement sectaire et il y a des raisons à cette perception. Et ça serait bien que les sceptiques les étudient, qu'on les étudie. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre, que tu as une pensée qui n'est pas binaire. Pour moi, si on me demandait: «Pourquoi est-ce que tu milites, Charles, à travers ton travail?» Je milite pour la pensée non binaire, c'est-à-dire la reconnaissance du fait que les sujets sont complexes et qu'on peut avoir des positions intermédiaires qui ne sont pas des positions, de tièdes, c'est pas des positions de centristes, qui ne veut pas prendre de risques. Simplement, tenir compte aussi des défauts, des qualités de chacune, des démarches. Mais si tu veux, ça, on pourra en reparler à la fin de l'entretien parce que j'avais prévu une question par rapport à ça. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous expliques aussi ce qui t'a motivé, toi, à créer ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelle année c'était et nous dire s'il y a eu un événement déclencheur, quelque chose qui t'a poussé à vouloir parler de scepticisme sur YouTube? Ouais, bah ouais, bien sûr. C'est une très belle histoire, hein. En plus, j'invite vraiment les gens. Alors, c'est vraiment pas pour faire des vues, c'est vraiment parce que je sais que l'histoire est jolie et qu'elle est très appréciée. Donc moi, j'invite les gens à aller voir la toute première vidéo de la chaîne qui s'appelle Fake 1. Bref, à la base, je quittais le complotisme pour des raisons assez tragiques. C'est parce que j'avais eu un décès d'un proche et ce décès était entouré de signes et de coïncidences, tu vois. Et comme moi, j'étais très dans le spirituel, le New Age, tous ces trucs-là. Là, tout d'un coup, cette surabondance de signes contradictoires qui envoyaient des messages forts mais incompréhensibles, ça m'a créé une espèce de nausée, en fait. Et donc, je me suis dit, à cette période-là, je me suis dit bah, que ces trucs existent ou n'existent pas, je veux plus rien avoir à faire avec. Et donc, en fait, sans le savoir, je pratique pour la première fois la suspension du jugement, tu vois. Et donc, chemin faisant, un peu plus tard, il y a un pote, très bon pote, qui me dit va voir la chaîne de tel youtubeur, il s'appelle Gus DX,
il fait de la chasse aux fantômes, il s'attache des caméras sur lui, il va dans les lieux hantés et il appelle les fantômes, c'est génial, tu vas adorer, c'est fait pour toi. Alors je regarde le truc, et à ce moment-là, je suis pas encore un sceptique ni rien, donc je regarde Gus dans ses démarches, et je le vois, il est avec des appareils, etc. Il est très sincère, il est très honnête, je commence à regarder ses vlogs, je me dis, si quelqu'un peut prouver qu'il y a un au-delà, ben, c'est ce gars-là en fait, parce qu'il a une bonne démarche, il a une démarche sceptique. Donc moi, à ce moment-là, je le qualifie de sceptique. Aujourd'hui, je suis plus en droit de qualifier Gus de sceptique. Pourtant, ça m'emmerde. Parce que je trouve que Gus est un excellent sceptique. Alors ça va faire rager des copains et des collègues, mais je me mets à sa place et je sais qu'il a une démarche sceptique. Bref. Et donc Gus, un jour, est dans un château qui s'appelle la Tour Moncade. Il y a une caméra au rez-de-chaussée qui filme une table avec une caisse à outils sur la table. Lui, il est en train de gambader dans le château. Il n'y a personne d'autre. Hein. Et à un moment donné, cette caméra, infrarouge, on voit la caisse à outils qui fait paf et qui tombe, quoi. Paf, phénomène de télékinésie filmé en temps réel. Je me dis, ça y est, il a la preuve. Je sais que mon cousin décédé est dans un au-delà. Je sais que nanani nanana. Mais avec encore le goût amer de mon écœurement récent, je me dis, mais quand même, vérifie. Et là, je me rappelle très très bien de la lutte intérieure que ça a été. Oui, mais vu le nombre de vues, s'il y avait quelque chose à découvrir, quelqu'un aurait déjà trouvé. Oui, mais tu vas faire quoi avec une vidéo YouTube? Tu vas faire pousser les contrastes, ça sert à rien, etc., etc. Et dans mon esprit, je me mets à avoir plein d'arguments pour ne pas vérifier. Et je me dis, allez. Oui, ce que tu veux dire, pardon, je précise pour nos spectateurs qui ne connaîtraient pas l'affaire, c'est que tu te dis, je vais faire une analyse d'image pour tenter de voir s'il y a une arnaque ou pas. C'est ça, parce que j'ai des petites compétences en audiovisuel, et je me dis, fais au moins ça, avant de crier à ton épiphanie, machin truc. Et donc, je fais l'effort de télécharger la vidéo, mais j'insiste, c'était une lutte contre moi-même pour le faire, alors que c'était tout con, c'était à télécharger la vidéo, la mettre dans After Effects, pousser un peu les contrastes, voir s'il y a quelque chose à découvrir. Et donc je suis conscient de ce que c'est, l'effort de vérifier, quand on est déjà très convaincu qu'une chose est vraie. C'est vraiment pénible, c'est vraiment difficile. Et donc je vérifie cette vidéo, je prends 4 images fixes de cette caméra à différents endroits de la vidéo, je les fais défiler successivement, et j'observe une variation de la luminosité en forme de carré, pile poil à hauteur de la caisse à outils. Il y a un artefact de montage à cet endroit-là. Deuxième prudence, je fais une vidéo où je montre que j'ai découvert ça, et je ne dis pas que Gus a truqué le truc, je ne l'accuse pas, je dis juste cette petite chose, je dis, certes, il y a le mystère des fantômes, mais il y a aussi le mystère de ce carré. Il faut l'expliquer. C'est un mystère au même titre que les fantômes, pour moi. Et donc, sans accuser, voilà, donc cette prudence épistémique, on va appeler ça comme ça, a été repérée à l'époque par une petite chaîne qui démarrait, qui s'appelait La Tronche en Biais, et ils m'ont félicité pour cette approche. Et cette félicitation, ça a été le basculement, en fait. Ça a été le moment où je me suis dit, ok, j'ai quelque chose à apporter dans une communauté. J'ai quelque chose, moi j'ai un bagage spécial, je peux faire une relecture de ces trucs-là à ma façon, et ça va apporter un plus à cette conversation qui était à l'époque phénomènes paranormaux, le mystère, l'inexpliqué, le surnaturel. Chemin faisant, j'ai découvert le scepticisme, et puis c'est devenu une chaîne de scepticisme et de zététique. Et ce qui est très amusant, c'est que en fait, le chasseur de fantômes en lui-même, je l'ai eu au téléphone le jour même, il m'a avoué que oui, c'était un montage, mais pour des raisons très complexes, notamment la pression et le fait de subsister à ses besoins, faire subsister aux besoins de sa famille. Et en fait, moi, j'ai protégé son secret pendant plus d'1 an, et on a dû révéler ça bien après. Enfin voilà, donc ça fait une belle petite histoire. Est-ce que je me trompe si je dis que tu es entré dans l'esprit critique au départ pour prouver que les phénomènes paranormaux pouvaient être réels? J'avais le doux espoir, effectivement, tu sais, comme le mec de Chambre 1408, ce chouette film inspiré d'une nouvelle de Stephen King. J'avais effectivement l'espoir d'un moment donné tomber sur un os, de débunker des trucs, mais à un moment donné tomber sur quelque chose de solide. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur du solide, heureusement. Mais c'est pas tellement ça que les sceptiques mettent en avant.
On le voit d'ailleurs avec le chapitre sur la parapsie dans mon bouquin. Les sceptiques On en reparlera, ouais. ils ne sont pas au courant de ce qui se fait en parapsie. Donc voilà, effectivement, j'avais un peu l'espoir de faire de la croyance 2.0, si tu veux. Et alors, donc là, tu viens de nous parler de l'origine de ta chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as découvert l'esprit critique? Est-ce que tu pourrais nous décrire le processus psychologique que tu as suivi? Bah, d'abord, une profonde humilité, parce que tout d'un coup, tu tombes pas juste sur des gens qui ont une passion pour ça, mais sur des gens qui essayent de décrypter une espèce de truc. Tu sais, moi, je me le représente comme une espèce d'énorme tableau qui aurait été, où il faudrait enlever les couches pour bien observer ce qu'il veut vraiment dire. L'esprit critique, c'est vraiment un grand machin, très complexe. Encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment le définir, et qui est vraiment lié à notre fonctionnement intime. Et donc, voyant que c'était un sujet immense, pluridisciplinaire, hein, on parle quand même, il y a sociologie, philosophie, neurosciences, enfin, il y a tellement de disciplines qui se retrouvent là, concernées par ça. D'abord, une profonde humilité. Et puis ensuite, une exaltation très intense, parce que très rapidement, avec quelques petites clés, eh ben, on peut se réapproprier des tas et des tas de domaines. Les sciences en particulier, moi je me les interdisais en fait inconsciemment, je m'estimais pas digne de les comprendre parce que j'ai pas de diplôme, parce que j'ai pas ceci, j'ai pas cela, parce que je me disais bon ben moi ça va s'arrêter au documentaire et puis voilà, sans me rendre compte en plus que je me disais ça. Et puis tout d'un coup avec la zététique, je me dis bah tiens bah, j'irais bien écouter ce qu'il dit cet Étienne Klein dont tout le monde me parle. Et boum, je comprends. Je dis, bah, on va pousser le curseur un peu plus loin. C'est qui ce Cédric Villani? Il parle de maths. Allez, on écoute. Oh, paf, je comprends ce qu'il me dit, alors que les maths, je bite rien. Je ne sais pas décrypter une équation. Et tout d'un coup, ben, je me dis, mais en fait, la connaissance, elle appartient à tout le monde. Ça demande pas... oui, la recherche demande une expertise, etc. Mais la connaissance, elle est accessible. Il y a des tas de scientifiques qui la vulgarisent. Et c'est moi qui, inconsciemment, m'interdisais l'accès. Et ça a réenchanté mon monde, en fait, parce que le complotisme, c'est quelque chose de très enchanteur. Ça donne du sens aux choses, et quand on le perd, ben, on perd un peu, on retombe dans le monde mécaniste, hein, c'est un peu froid, c'est un peu glacial. Et tout d'un coup, je tombe sur la physique quantique, et je comprends les véritables mystères de la physique quantique, ou les véritables questions philosophiques qui donnent le tournis, la question de l'origine, évidemment, grâce à Étienne Klein, qui en a beaucoup parlé, etc. Et je retrouve le plaisir, en fait, que j'avais dans le complotisme, mais grâce aux sciences. Et je passe, en fait, j'aime bien cette analogie-là, je passe, en fait, du complotisme qui est de l'incroyable à la science qui est de l'inimaginable. Mmh. C'est-à-dire que ça défie l'imagination. Le complotisme, ça surprend, mais c'est dans l'imagination. On peut en faire des films, on sent bien que c'est humain. La science, c'est inhumain, c'est inimaginable. On doit aller aux limites de notre conceptualisation parfois, et c'est ultra C'est vrai grisant. qu'à un certain niveau, parler science aux enfants, c'est le meilleur moyen de développer leur imaginaire. Totalement. Alors ma fille, elle se fait gaver, là, je peux te dire. Mais oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, bon, on va en parler peut-être à titre de parenthèse, puisque tu es ce qu'on appelle un ancien complotiste. Moi, les habitués de ma chaîne savent que j'ai été très critique envers ce terme, Ouais, je notamment suis aussi. Oui. tu l'es aussi. Et d'ailleurs, tu l'éclaircis énormément dans ton livre, et ça, je t'en suis extrêmement reconnaissant. Donc, une raison de plus de se procurer ton livre. Donc, du coup, pour toi, qu'est-ce que le complotisme et quel genre de complotiste étais-tu? Le complotisme, en fait, tous ces mots tiroirs, tu vois, complotiste, conspirationniste, croyant, machin, ils n'ont pas de sens, quoi. Ils nous permettent d'identifier des catégories vaguement, mais dès que tu creuses, dès que tu essayes de mettre des limites, un contexte, un truc, une définition, ça n'a pas de sens. Tu peux mettre tout et n'importe quoi là-dedans. Moi, je rapproche plus ça de pensée radicale versus pensée prudente. Le complotisme, c'est quoi un complotiste? C'est quelqu'un qui a des croyances et qui les assume. Ça demande un courage de dingue. Je veux dire, posons-nous
et réfléchissons-y quelques secondes, ça demande un courage de dingue de croire que la Terre est plate et d'oser le défendre publiquement. Alors, il y a quelques zozos qui font ça comme ça parce que ça les amuse, mais il y en a qui prennent ça vraiment à cœur et ça demande beaucoup de courage. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est proche du radicalisme. C'est-à-dire qu'on arrive dans un discours où on a un dogme, ce dogme est la vérité, et cette vérité doit être transmise coûte que coûte, quoi qu'il arrive. C'est un peu comme ça que j'ai envie de le définir. Le complotisme, c'est jamais que cette espèce de bagage actuel qui fait que ces croyances radicales concernent l'idée qu'il y aurait des complots. Et c'est toujours le même discours d'ailleurs, c'était en 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Il y a un petit groupe de puissants qui, en secret, ont des objectifs qui concernent la totalité de la population et qui sont néfastes et qui sont à leur profit. Le complotisme, c'est ça, c'est croire qu'on a identifié cette mécanique, on va dire. Mais ça, c'est jamais qu'un résultat de la croyance sans méthode, j'ai envie de dire. Moi, ce qui m'avait séduit à l'époque, j'avais un bon gros bingo de toutes sortes de complots. On est en 2004, hein, mes complots à moi, donc c'est un peu suranné. Mais c'était évidemment le 11 septembre, l'inside flag de Bush et tout ça. C'était les extraterrestres, donc les visites extraterrestres pour expliquer le phénomène OVNI. Le phénomène OVNI est réel, hein, attention, je viens de le préciser. Oui, parce que OVNI veut dire objet volant non identifié. Non identifié n'implique pas que ce soit d'origine extraterrestre, ça veut dire qu'on ne sait pas, et il y a des cas où on ne sait pas. Tout à fait. Il y avait aussi ma capacité à retrouver les objets à distance. Donc tu parles dans le livre, tu as retrouvé le Monopoly dans le grenier, et tu en donnes une explication qui ferait réfléchir, je pense, un complotiste. Oui, c'est ça. Et de nouveau, par réfléchir, moi, mon but, c'est pas qu'il change d'avis, c'est juste qu'il soit moins certain. Soyons moins certains. Il faut garder de la souplesse intellectuelle sur ce qu'on croit, sur ce qu'on pense savoir et sur ce qu'on dit. Il faut mettre du conditionnel dans nos propos, il faut toujours associer notre propos, enfin, dans la limite du possible, il faut associer notre propos avec le taux de certitude qu'on a en ce propos, ou notre expertise du propos, pour vraiment... Voilà, c'est des efforts qui sont importants aujourd'hui. Ils étaient importants de tout temps. Donc, il y avait aussi le magnétisme, le soin par les mains, le pendule, les crop circles, j'en passe, c'est des meilleurs, évidemment. C'est ce qui me fait dire que le mot complotisme n'est pas forcément adapté, parce que j'ai du mal à appeler complotiste quelqu'un qui croit dans le magnétisme, qui croit dans la parapsychologie, parce que ça relève moins du complot que de la croyance, éventuellement d'un esprit imaginaire, poétique, ésotérique. Je trouve que le mot complotisme a une connotation politique qui n'est pas forcément adaptée à ce type de croyance. Tout à fait. En fait, si on devait définir vraiment une différence, il y a simplement ceux d'un côté qui ne savent pas qu'il y a un machin qui s'appelle l'esprit critique, qu'il est important d'apprendre pour formuler ses croyances, parce qu'on ne peut que croire, hein, dans la définition que je donne, même les connaissances, c'est un sous-ensemble de la croyance. Il y a ceux qui s'intéressent à l'esprit critique d'un côté, et puis il y a ceux qui ne sont pas au courant que ça existe. Est-ce qu'ils ne sont pas au courant que ça existe, ou est-ce qu'ils pensent l'appliquer, au sens où, j'anticipe ma future question, est-ce que le complotisme ne démarre pas avec une démarche sceptique à l'égard de l'officialité ? Totalement, totalement. Mais un complotiste, c'est quoi ? Un complotiste, c'est un sceptique, en fait. C'est quelqu'un qui est sceptique de l'information qui lui arrive et qui se dit « Ah, moi, on me la fait pas ». Et on lui propose ou il tombe sur des arguments qui sont convaincants, il est convaincu et il ne sait pas qu'il n'est pas suffisant qu'une chose soit convaincante pour la considérer vraie, pour la considérer vérifiée. C'est juste ce petit machin-là, en fait, hein. Rien d'autre. Moi, je vois pratiquement rien d'autre. Ce que disait Descartes, hein, dans le discours de la méthode, il explique les fondements de son criticisme, plutôt de son scepticisme, à l'égard de tout ce qu'il a emmagasiné comme étant vrai depuis son enfance, et il se rend compte qu'il a cru et non pas su, et que c'est à ce moment-là qu'il décide d'appliquer le doute méthodique à tout ce qu'il croyait savoir, mais il aurait pu vivre jusqu'à la fin de sa vie sans remettre en cause ce qu'il avait appris
à l'école ou par oui-dire, hein, parce qu'il y a aussi les informations rapportées hein, qui ont énormément de place dans ce qu'on appelle nos connaissances. Et pour rejoindre ce que tu disais sur la Terre plate, puisque toi, tu fais partie des rares qui ne se moquent pas des platistes, et d'ailleurs qui émet des objections à ceux qui se moquent des platistes en disant, premièrement, on peut naître dans un environnement où on apprend à croire des choses et c'est facile quand on ne fait pas partie de cet environnement de s'en moquer. Deuxièmement, que la plupart de ceux qui savent que la Terre est ronde ne savent pas expliquer comment ils savent que la Terre est ronde. Et qu'en plus de ça, troisièmement, quand on est un platiste, c'est qu'on s'est intéressé au sujet suffisamment pour avoir des arguments, même si ces arguments ne sont pas valides. Exactement. Contrairement à ceux qui disent « mais non, c'est n'importe quoi », on sait bien que la Terre est ronde, mais sauf que le « on sait bien que », c'est de l'antiscepticisme, c'est prendre comme acquis une information reçue. Tout à fait. Et j'ai même envie d'être tolérant envers ceux qui disent « ben non, c'est n'importe quoi ». Je veux juste qu'ils se rendent compte que quand ils disent « ben non, c'est n'importe quoi », c'est leurs préjugés qui parlent, parce qu'ils ne connaissent pas les arguments platistes. Ben non, c'est n'importe quoi le platisme. Pourquoi ? Parce que, est-ce que la Terre est plate ? Ben non, c'est une connerie. Point. Le raisonnement s'arrête là. Mais quand j'ai plongé dans les raisons de croire que la Terre est plate, elles sont quand même pas mal. Hein. Elles sont quand même. On a fait une vidéo très intéressante. Hein, oui, et très. Alors, le mot trompeur n'est pas adapté parce que tu le fais exprès. Tu montres en fait qu'il y a des arguments convaincants jusqu'au moment où, dans la conclusion, tu montres qu'en fait, ces arguments n'étaient pas convaincants, mais à condition qu'on s'y intéresse vraiment pour des raisons de fond. Oui, c'est ça. Ce qu'on ne fait pas, en fait. Tout est toujours tellement attaqué en surface, à l'a priori, aux préjugés. Et c'est pas mal, les a priori, les préjugés. Je voudrais juste qu'on soit conscient quand on le fait. C'est juste ça qui est important. Et avoir une espèce de retour sur soi. Oui, là, je suis plutôt dans le préjugé. Non, là, je suis dans mon domaine de compétence. Tu vois ? Je crois que la démarche sceptique, elle devrait surtout se positionner là, pas dans le fait de dire le vrai, dire le faux, tomber souvent juste, tomber souvent, tu vois, ou savoir démonter, débunker, etc. Mais plutôt, toujours savoir si on a affaire ou si on prononce soi-même quelque chose qui relève de la conjecture, du préjugé ou de l'expertise, de la recherche, etc. Parce que dans la vie de tous les jours, on exprime ces deux choses de la même façon, avec de l'aplomb, avec notre personnalité, avec notre style, et en face, on s'est pas trié forcément. J'aimerais qu'on parle un peu d'épistémologie, parce que derrière ce mot qui peut paraître impressionnant, en fait, il y a des principes assez simples à comprendre. Pour toi, l'épistémologie, c'est quoi et ça sert à quoi ? Pour moi, d'après ce que j'ai appris dans mes recherches, l'épistémologie, c'est, alors mondialement, c'est l'étude de comment l'humain produit ses connaissances ou ses croyances, peu importe, à ce niveau-là, on est sur la même définition. Et ça englobe aussi les religions, les trucs, etc. Après, il y a l'épistémologie, je pense que c'est plus un truc francophone, une définition plus francophone, ou européenne, je ne sais plus lequel des deux, où c'est vraiment relatif aux sciences, comment on produit les connaissances, donc c'est-à-dire ce sous-ensemble de la croyance que sont les connaissances, c'est-à-dire les croyances les plus éprouvées, les plus mises à l'épreuve par les meilleures méthodes dont on dispose à un instant T de l'histoire. Pour moi, c'est ça l'épistémologie. En quoi c'est important pour toi ? C'est important parce que le simple fait de se dire qu'il y a une connaissance de comment on produit nos connaissances, ça conduit à la métacognition, ça conduit à ce principe qu'il faut s'auto-observer et que la connaissance, c'est une émergence en fait, c'est l'émergence d'un système. Et donc ce qui est intéressant, c'est pas la connaissance, c'est le système. Si le système est bon, alors globalement la connaissance sera meilleure. Bon, ça c'est un peu la logique basique, mais en gros, c'est un peu ce que j'observe, c'est que si on soigne bien sa méthode et son système de production de connaissances, on va avoir une bonne épistémologie, on va produire une connaissance plus solide, plus robuste, plus fiable, qui se fait moins avoir, moins pigeonner, etc. Et comment tu gères le fait, j'ai envie de te pousser un peu dans les retranchements du scepticisme, comment tu gères le fait que certaines disciplines qui étaient considérées comme des pseudosciences par le passé aient pu à un moment donné intégrer la grande famille des sciences ? Je pense par exemple à un cas dont tu as parlé dans ton livre et dont j'avais parlé dans ma vidéo
avant d'avoir lu ton livre, qui est le cas de l'hypnose. Mmh. Il y en a d'autres et je suis prêt à entendre toutes les critiques me disant oui, mais l'hypnose, c'est un peu plus compliqué que ça. J'entends, mais le fait est que ce qui est considéré comme scientifique n'a pas toujours été considéré comme scientifique. Et que donc, il y a un moment donné où il y a une évolution peut-être de l'épistémologie qui fait que on va changer de catégorie. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette perméabilité entre science et pseudoscience qui peut parfois se vérifier historiquement? J'ai envie de la comparer à un truc qui a l'air totalement éloigné, mais qui ne l'est pas. Quand on trouve un principe actif dans la nature, sur une plante, sur je sais pas quoi, on va pas prendre la plante telle quelle et se dire: «Oh, c'est ça le principe actif». Non, on va isoler la molécule, on va isoler le truc qui fonctionne. On va essayer d'aller au plus près, on va dépoussiérer, épurer et on va vraiment arriver sur on va essayer de trouver la substantifique moelle du machin qui fonctionne. Et j'ai l'impression que les pseudosciences, comme les croyances, c'est une espèce de vivier d'expérimentation libre qui survivent grâce à la crédibilité, pas à l'efficacité, grâce à la crédibilité. On se les transmet de génération en génération et d'amis en ami parce que c'est croyable, même si certains considèrent que c'est incroyable. C'est ça qui fait que ça survit. Et la science, forcément, son travail, c'est d'analyser tout ce qui n'est pas encore de la science. Enfin, la recherche, son travail, c'est d'analyser tout ce qui n'est pas encore de la science pour aller voir s'il n'y a pas une substantifique moelle à prendre là-dedans et l'amener dans le cadre de la connaissance. Et c'est ce qui s'est passé avec l'hypnose. C'est pas l'hypnose telle qu'elle était avant qu'elle devienne scientifique qui est devenue scientifique. On a trouvé à l'intérieur de l'hypnose des choses qui sont vérifiables, reproductibles, parce que c'est quand même l'objectif des sciences, c'est la reproductibilité. Enfin, c'est un des objectifs majeurs des sciences. Et on a pu extraire ça de ce corpus qui était le culturel, qui était l'hypnose. Et on s'est dit, ça marche, ça c'est efficace. Et moi, j'en suis un bénéficiaire d'ailleurs, parce que je vais toujours chez le dentiste sans anesthésie, depuis que j'ai appris à me détendre, etc., par un dentiste qui était un peu hypnothérapeute. Donc, de nouveau, tu vois, que le scepticisme devienne l'ennemi des croyances, ça en fait encore un non-sens, quoi. Parce que ces croyances, c'est le vivier qui permet la connaissance. Alors, encore citer Étienne Klein, mais quand il prend l'exemple de l'atome des Grecs, qui n'a rien à voir avec l'atome qu'on a aujourd'hui en physique. Complètement. L'atome, c'est une expérience de pensée au départ. C'est On suppose qu'à un moment donné, on ne pourra plus diviser. C'est ça. Mais sans cet atome des Grecs qui était faux, on n'aurait pas l'atome d'aujourd'hui qui est très probablement vrai. Et donc, voilà, ça invite moi, tout ça, ça m'invite à avoir plus d'humilité sur les croyances en cours, parce que les croyances sont toujours en cours, elles se modifient, elles changent elles aussi, hein, même les dogmes, en fait. Hein, on dit que les dogmes, ils sont immobiles, ils bougent pas, mais c'est pas vrai. Hein, moi, je connais bien le dogme des témoins de Jéhovah, par exemple. Il est réécrit tous les 5 ans, quoi. Alors qu'il il est considéré comme une vérité vraie et immuable. Enfin bon, voilà. Donc, voilà, tout ça, ça m'invite à beaucoup d'humilité, en fait. Mais d'autant que tu fais la distinction lexicalement entre la science et la recherche dans ton livre. Et c'est drôle parce que autant j'ai toujours eu intuitivement connaissance de cette distinction, autant le fait de la formuler, ça permet un peu plus de détente en se disant, bah oui, il y a une partie de la science qui teste, qui essaie, qui envisage. Et envisager, ça veut dire pouvoir admettre la possibilité que ce soit vrai sans l'affirmer, mais simplement l'envisager, ce que j'appelle laisser la porte entrouverte. Bien sûr. Et c'est la différence que j'établis, j'aimerais t'entendre là-dessus, entre la prudence épistémologique et ce que j'appelle le conservatisme scientifique. La prudence épistémologique étant le fait de ne pas admettre comme vrai quelque chose qui n'a pas été vérifié. Le conservatisme scientifique, c'est plus l'attitude qui consiste à dire « parce que ce n'est pas prouvé, c'est faux ». Et ce qui me semble être deux attitudes très différentes. Ouais, c'est ce que le scepticisme fait, il ferme la porte dont tu parles, le scepticisme. C'est ça qui m'embête, moi, c'est que, enfin, le scepticisme, on va dire la communauté sceptique actuelle, parce qu'en plus elle change beaucoup dans le temps et dans l'histoire, et ça on le voit très facilement.
Aujourd'hui, la communauté sceptique ferme la porte aux croyances, alors qu'elles sont le vivier de réflexion en cours. Elles aussi, tu vois, elles font partie de ça. Et ça m'évoque un truc, une question que je me suis très longtemps posée, parce que quand j'étais dans le complotisme, forcément, je fréquentais des tas de gens qui croyaient des tas de trucs, et personne ne croit la même chose. Personne je veux dire, tous les débats, toutes les discussions haletantes et exaltantes auxquelles j'ai assisté et participé à cette époque-là, n'étaient jamais sur un consensus. C'était ah, toi tu crois ça, mais attends, moi je vais t'emmener dans mon monde, moi je crois ça. Tu vois, et ah, tu m'as fait planer avec ton histoire, mais je vais prendre des petits morceaux chez toi, je vais les mettre chez moi, et on s'est échangé des petits morceaux, tu vois. Et tout ça, c'est fait avec de la joie, en fait. Et j'ai jamais compris pourquoi, fondamentalement, le scepticisme pouvait pas s'inscrire comme une hypothèse de plus. Tu vois, pourquoi pas? C'est quoi le problème, en fait? Et je crois que c'est pas le scepticisme le problème, je crois que c'est les sceptiques le problème. Parce que les croyants entre eux ne prétendent, ont toujours un respect de la croyance de l'autre, en fait. Ne prétendent pas, ils pensent avoir raison sur l'autre, mais il y a une espèce de respect tacite. Et quand le sceptique arrive là-dedans, lui, il dit qu'il a raison. Et ça, c'est vraiment problématique. Ça, c'est vraiment problématique. En fait, c'est le sceptique qui est dogmatique parmi les croyants. On tombe sur des paradoxes dans tous les sens, en fait. Mais le paradoxe est parfois fertile pour la Oui. réflexion. J'aimerais qu'on termine cette partie sur l'épistémologie à propos de ce que tu dis dans ton livre et qui m'a moi-même, moi qui considère être une sorte de sceptique souple, mais qui en tout cas envisage comme possible des disciplines pseudo-scientifiques, à propos de la parapsychologie, puisque tu montres dans ton livre que le fait de ranger la parapsychologie dans la case pseudo-science, ben c'était un peu court. C'est pas aussi simple que ça, voire que ça pourrait, à l'avenir, devenir une science. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Oui, alors moi, j'ai été très touché par les propos de Renaud Evrard. On retrouvera assez facilement ses conférences sur YouTube, qui lui s'est intéressé à ça. J'en avais entendu parler avant par Jean-Michel Abrassard, qui est aussi quelqu'un que je recommande très chaudement. Et en fait, c'est vrai, il y a des résultats en parapsychologie. Il y en a. Et ces résultats sont pas dingues, hein. C'est pas qu'on a découvert des médiums, etc. Mais il y a des gens qui produisent des résultats statistiques supérieurs au hasard. Et si on doit respecter la sévérité en vigueur dans d'autres disciplines comme la sociologie, la psychologie ou même la médecine, si on respecte la même sévérité, on doit reconnaître qu'en parapsychologie, oui, il y a des résultats qui atteignent le statut de significatif, sans être dingue. Mais on parle quand même de préconnaissance, de préscience, etc. Il y a cette petite expérience très rigolote. Alors je sais qu'elle est critiquée, hein, il faudra vérifier évidemment, mais c'est très rigolo. On demande, on met sur un écran deux petits rideaux et on demande aux gens sous quel rideau se trouve le carré blanc. Et ils doivent le deviner par la pensée. Et on obtient un résultat tout à fait comparable à un lancer de pièces au hasard, parce qu'on compare ça avec un lancer de pièces au hasard. Deuxième expérience, on remplace le carré blanc par une image pornographique. Et là, on obtient des résultats significatifs. Légèrement, mais on en obtient. Ah ouais. Et tu vois, tous des petits trucs comme ça, ben, merde, c'est intéressant, c'est amusant, ça mérite qu'on s'y penche. Et puis, c'est fait avec rigueur, parce que les mecs qui font ça, bon, je dis les mecs parce que je suis un gars des années 80, mais les hommes et les femmes qui font ça, ils y mettent, ils savent qu'ils sont dans la parapsie, hein, ils savent que c'est pas très crédible. Donc ils y mettent les bouchées doubles pour être bien droit dans les clous et pas critiquable au niveau de la méthodo. Donc c'est intéressant, ça a toute sa place. Et donc Renaud Evrard explique ça bien mieux que moi. Moi, j'en fais je lui fais en gros, j'essaye de mettre son sujet en avant dans mon bouquin parce que ça me touche personnellement aussi. La parapsie, c'est un domaine scientifique très intéressant, au même titre que d'autres sciences, au moins les sciences dites molles. J'aime pas ce terme, mais au moins les sciences dites molles, ça devrait être tout aussi intéressant. D'autant que ce que tu as dit tout à l'heure sur l'hypnose,
je trouve, permet d'éclairer la question, dans le sens où une discipline peut nous apparaître comme pseudo-scientifique, mais à l'intérieur de cette discipline, il peut y avoir des éléments scientifiques qui ne valident pas la discipline en elle-même, mais qui valident le petit élément en question. Tout à fait. Si dans ce phénomène, par exemple, de préscience, de reconnaissance d'images sans la vision, il y avait quelque chose qui pourrait s'expliquer rationnellement, ça obligerait à la fois les sceptiques à dire il y a des choses vraies dans les croyances, et ça obligerait les croyants à dire il y a de la science dans nos croyances, et ce qui compte, c'est la science dans la croyance, pas la croyance en elle-même, pas l'enrobage esthétique, ou pas l'appartenance identitaire qu'on peut ensuite s'en procurer. Oui, et qui est toujours très parasite parce elle nous fige, elle nous empêche d'avancer, enfin bon, bref. Mais tu vois, c'est comme l'homéopathie. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut déduire de l'homéopathie? Alors, tu as le camp qui va te dire bah, ça marche pas parce que ça fait le même résultat que le placebo, et donc voilà, tous ceux qui croient ça sont des crédules. Bon, c'est super. Avec ça, on n'a pas avancé parce que n'empêche que l'homéopathie, ça se vend toujours. Malgré que ça, c'est connu, que ça se sait et que voilà. Donc l'homéopathie, elle a quelque chose en fait. Elle a quelque chose avec elle qu'on a besoin de comprendre parce que les gens, ils y vont. Et les gens n'ont... Enfin, c'est une formule, hein, mais je crois que les gens n'ont jamais tort d'aller là où ils ont envie d'aller. S'ils y vont, c'est qu'il y a quelque chose. Même si ce quelque chose, au final, n'y est pas, c'est qu'il y avait une odeur, c'est qu'il y avait un signe, quelque chose. Et l'homéopathie, c'est quoi qui est mis en avant? C'est le côté, je peux me rassurer très vite, parce que j'ai la petite gélule sous la main, je peux vite la prendre, et donc je me rassure. C'est le côté, on a pris le temps de m'écouter, l'individualisation, on m'a posé un questionnaire complet. En fait, c'est tout un tas d'éléments qui montrent que quand on est face à la médecine, on a besoin d'être rassuré. Et donc l'homéopathie, elle a au moins ce message, merde, elle a au moins ce message. Arrêtons de passer 5 minutes par patient et donnons aux gens non pas le réflexe automédicatif comme l'homéopathie le fait, mais des connaissances pour ne plus en arriver à ressentir le besoin de ce réflexe automédicatif. Et ça demande du temps, ça demande de l'éducation, ça demande de faire patte blanche sur plein de trucs aussi en médecine, parce que oui, il y a des zones d'ombre dans la médecine, dans la pharmaco. Ça demande de la pédagogie et de la patience. Pas de l'attaque, pas de la privation, pas de pointer du doigt, ah toi tu crois à l'homéopathie, etc. Oui, parce que tu parles des effets contextuels dans ton livre, hein, parce que Mhm. le placebo est une branche, enfin, une catégorie des effets contextuels. Mhm. Et moi, j'ai toujours trouvé, même à l'époque où j'étais un ultra rationaliste un peu dogmatique, que l'existence même d'effets contextuels était un problème à la pensée. C'est-à-dire, ah oui, quand même, il peut arriver qu'un médicament qui ne soit qu'un morceau de sucre ait des effets tangibles, hein, puisqu'on parle quand même de... Bah, le but de la médecine, c'est quand même de se sentir mieux. Et donc, si ce critère-là, si c'est celui-là qui compte, ben, il y a des effets qui ne sont pas moléculaires, qui ne sont pas donc matériels, chimiques, mais qui sont psychologiques, qui sont contextuels. Ça mérite qu'on se dise, tiens, peut-être qu'on peut développer une médecine contextuelle Ben oui, qui totalement. aurait des effets palpables. Eh ben, tout ça, tu vois, quand je faisais mes vidéos sur l'homéo, y a un type qui m'avait contacté, qui m'avait dit moi je suis un chercheur dans les effets contextuels, c'est tout nouveau. Mon champ de recherche est nouveau. Et j'étais what? C'est nouveau? Mais pourquoi on refourque des placebos si c'est même pas un champ de recherche? Tu vois, c'était dingue pour moi. Moi, ça me semblait évident qu'il devait y avoir ça déjà inclus dans la science et tout. Alors on sait, hein, on sait des trucs. On sait que plus le médecin, plus l'acupuncteur a un look asiatique, au mieux l'acupuncture fonctionne. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de tout ça? Eh ben, on n'en a rien fait. On n'a pas fait grand-chose en tout cas. Bah oui, parce qu'il y a il y a un petit côté honteux, il y a un petit côté, tu sais, c'est comme les scientifiques dans les années 90, je dis 90, je suis belge, c'est comme les scientifiques dans les années 90 qui avaient envie de s'intéresser au phénomène ovni, bah ils risquaient leur carrière, les cocos. Et il y a cet aspect carrière dans les sciences qui est très 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 problématique. Les sciences, elles méritent d'être sévèrement critiquées aussi. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, dire qu'on va faire sa recherche et son travail sur les effets contextuels à une certaine époque, ça devait pas être très
très bien vu, ça doit être un peu compliqué, quoi. Oui, il y a une sociologie des sciences qu'on met Ouais. souvent de côté, comme il y a une sociologie, universitaire, académique, qui fait qu'on ne peut pas, poursuivre des études, poursuivre des recherches sur n'importe quel sujet, sans en subir une certaine forme de conséquences sociales au sein de son milieu. Ça participe aussi, hein, je pense, de Totalement. l'orientation de la recherche. Alors, on se dirige lentement vers la fin de cet entretien. Je voudrais te poser une question, Sam. Est-ce que tu te considères comme un militant sceptique? Et selon toi, à partir de quel moment est-on militant? Alors oui, je suis un militant, mais j'essaye d'être un militant modeste, c'est-à-dire que j'essaye de savoir où s'arrête ma mission. Ma mission, elle s'arrête à la promotion de l'esprit critique, juste la promotion. Après, si on veut m'entendre d'en parler, je le fais, il y a pas de problème. Mais moi, mon but, c'est de faire en sorte que les gens soient conscients que c'est un vrai sujet. C'est un vrai truc, faut s'y intéresser, il faut. C'est vraiment important pour soi, pour tout le monde. On devrait l'avoir à l'école, dans tous les cursus, où qu'ils soient, sur toute la planète, en fait. C'est vraiment important. C'est comme savoir parler, savoir compter et savoir comment notre machine fonctionne elle-même, quels sont les pièges qu'on va devoir affronter. Il y a encore des gens qui croient que la mauvaise foi, c'est un trait de caractère. Mmh, Non, la mauvaise foi, c'est un trait humain. On l'est tous. tous. Ma militance, elle est là. Elle est juste alors, en rendant ça fun, en essayant d'atteindre les gens comme je peux, hein, avec mes moyens. J'en fais la promotion, tout simplement. Si ça c'est militer, alors oui, je milite. Sinon, si militer c'est être actif pour dire qui dit des conneries, qui a tort, etc., ça j'ai envie d'un peu arrêter. Je veux plus m'antagoniser en fait, parce que ces antagonismes, ils n'existent pas vraiment. Je veux bien m'antagoniser si la personne n'est pas correcte, si elle est insultante, désagréable, etc. Mais je veux plus m'antagoniser d'autres humains juste au simple motif qui sont là où moi j'étais il y a 10 ans. Ça, je peux pas. Quel regard tu portes sur tes anciennes croyances? Est-ce qu'il y en a avec lesquelles tu as renoué, de par ton retrait du milieu sceptique? Alors on passe par toutes les phases, hein. À un moment donné, on les déteste. À un moment donné, tu sais, on pourrait croire les fameuses phases du deuil, bon, qui sont pas scientifiques, mais qui ne veulent pas rien dire non plus. Je suis passé par tout un tas de trucs. Euh, Aujourd'hui, ça va faire très mièvre, mais il m'est arrivé, j'ai eu beaucoup de chance en amour, et donc il y a des coïncidences où je me suis dit bon, non là quand même on va rester prudent, on va on va on va pas jeter ce truc là parce que là c'est quand même incroyable. Et le hasard, je sais que notre perception du hasard, machin, j'en ai fait un chapitre sur le bouquin. Dans le bouquin, je sais que notre perception du hasard est tronquée, on ne se rend pas compte que le hasard produit énormément de choses significatives. Mais quand même, j'ai envie de me remettre à ma place d'humain par moment et de m'autoriser à vraiment me donner ce pourquoi pas. Tu vois, pourquoi pas quelque chose qui est au-delà de nos connaissances, de tout ça, et qui régit nos vies quelque part, qui peut créer des coïncidences assez extraordinaires. Alors, je sais hein, ce qu'on peut penser en m'entendant. Hein. On peut dire, mais oui, mais tu sais, l'amour avec la dopamine dans le cerveau et tout ça, et regarde bien. Alors, il se trouve que les coïncidences, j'en ai fait une liste, et je les ai analysées le plus sceptiquement possible. Et quand bien même elles seraient toutes le fruit du hasard, il faut bien qu'il y ait une personne à qui ça arrive dans l'univers d'avoir plein de coïncidences. Hein, je m'amuse toujours à dire le cosmos va engendrer inévitablement la personne la plus malchanceuse de toute l'histoire de Tout à l'univers. fait. Oui, oui, c'est Cette un personne raisonnement va exister. probabiliste pur, ton numéro de carte d'identité, alors je sais pas de combien de chiffres il est composé, mais tu vois, tu avais une Ouais, chance sur 100 000 000 de te le voir attribuer, ben, tu te l'es vu attribuer. Donc il y exactement. a le raisonnement probabiliste résout, mais le vécu interroge. C'est ça. Et c'est pas tellement pour le fait que ce soit vrai ou pas vrai, c'est plus pour le fait de respecter mon humanité, respecter mon réflexe humain,
qui me rapproche de mes semblables, du coup, parce que ça me permet moi aussi de continuer à ressentir les choses comme ça, à ne pas me fermer totalement à comment vivent mes semblables, hein, parce que tout le monde remarque les petits hasards incroyables et s'en émerveille. Les sceptiques ont du mal à s'émerveiller de ça, je remarque. Ils vont s'émerveiller de hasard, mais avec une espèce de nostalgie, comme ça, de « Ah, c'était mieux quand ça m'impressionnait. » J'ai Oui, envie du que ça temps où je m'impressionne croyais au Père encore. Noël, Ouais, voilà. c'était sympa. J'ai envie d'être encore impressionnable. J'entretiens ça. Je reviens vers quelque chose comme ça en bout de parcours. C'est un besoin, en fait. Je reste prudent, je sais, je le laisse à sa place. Dans la catégorie croyance infondée, tout ce que tu veux, et jamais je vais encourager les gens à penser comme ça. Mais je veux respecter mon humanité, ouais. Est-ce que tu as des certitudes? J'en ai tout plein, et j'essaye de les détruire. J'essaye de les rendre souples. En fait, j'essaye de remplacer la certitude elle-même par du doute. C'est-à-dire que quand je suis très très sûr de moi, ça m'inquiète. Je suis un peu en panique d'ailleurs quand je suis très sûr de moi. Et d'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire quand les choses se passent bien, parce que je les ai prévues pour qu'elles se passent bien, tu sais, j'ai fait mes petits plans pour que tel machin fonctionne. Je parle du quotidien. Hein. Quand ça marche, ça m'inquiète beaucoup. Je me dis, ah, qu'est-ce que j'ai foiré là? Parce que là, c'est pas possible, il y a une erreur quelque part. Et donc ça, c'est cette petite logique en fait, c'est renoncer à s'asseoir sur ses acquis et à être une bonne fois pour toutes sur ses acquis, et ok, c'est bon, je peux y aller, je peux délivrer ma connaissance, et tout va tourner comme je le veux si on fait comme j'ai dit. Je renonce à ce truc-là et je le remplace par une inquiétude quand ça va bien. C'est ce que j'essaye de faire. Pour terminer, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, un message à adresser à nos spectateurs? Le seul message que j'ai jamais eu à adresser, c'est prenons soin de la méthode avec laquelle on se met des trucs là-dedans. Il y en a pas d'autre, en fait. J'ai beau retourner la question dans tous les sens, il n'y en a pas d'autre. La méthode, prenons soin de comment nous croyons. Croyons mieux. Ça devait être le titre de mon livre originel d'ailleurs, Croyons mieux, c'est ce que j'avais suggéré en premier, mais ils se sont dit que vu au lointain dans la librairie, ça allait faire bondieuserie, donc c'était pas bon. Je le comprends, je le conçois. Et les livres ont aussi leur couverture putaclic, hein, c'est obligatoire. Donc, c'est ça, croyons, mais croyons mieux. Améliorons nos raisons de croire ce que nous croyons. Et respectons les croyances des autres, mais encourageons-nous les uns les autres à mieux croire ce que nous croyons. Et alors, au final, dans l'ensemble et sur le temps long, tout devrait être un peu mieux, je pense. Merci beaucoup, Sam. Merci à toi.